La génération Z a-t-elle un problème avec le travail? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous faire virer de votre CDI pour pouvoir toucher le chômage. Et personnellement, si je suis fatiguée, je ne vais pas au travail. Je ne vais pas me casser la tête pour un travail. C'est hors de question. Normalement, c'est minimum 3 mois d'arrêt maladie sur 12. You say right now you just won't hire Gen Z employees. No, we don't. It's been a nightmare with 95% of the ones that we have hired. Je fais partie de la Gen Z, donc bien sûr que je prends autant de pauses que je veux, quand je veux. J'ai plein de gens dans les entreprises qui me disent « Les nouvelles générations sont paresseuses, ils veulent pas travailler, la génération Z ». Sur TikTok, on trouve une tonne de vidéos de jeunes de la Gen Z qui racontent fièrement qu'ils se barrent à la seconde où l'heure de travail est terminée, qu'ils posent un arrêt maladie dès qu'ils sont un peu fatigués, ou encore qu'ils sont prêts à démissionner de leur taf dès que quelqu'un a osé les contrarier. On a l'impression qu'ils font tout pour en faire le moins possible et que dès qu'ils parlent de travail, c'est soit pour s'en plaindre, soit pour provoquer leur boss, soit pour se moquer des autres générations dévouées à leur travail. Le phénomène a pris tellement d'ampleur que tous les médias en parlent. Télévision, radio, articles de presse, avec toujours une grande question qui revient, les jeunes sont-ils devenus paresseux? Et visiblement, la plupart des gens semblent penser que la réponse est oui, puisque quand BFM a posé la question « La génération Z a-t-elle un problème avec le travail ?», 63% ont répondu que oui. Et c'est pas étonnant quand on voit que pour beaucoup, les jeunes seraient impossibles à manager, non professionnels, individualistes et infidèles. Beaucoup d'employeurs partout dans le monde n'hésitent pas à affirmer publiquement détester travailler avec la Gen Z au point de ne pas vouloir les embaucher et de les licencier en masse. Selon le magazine Forbes, plus de 60% des employeurs interrogés ont confié avoir licencié des employés de la génération Z qu'ils avaient embauchés seulement cette année. 75% des entreprises disent ne pas être satisfaits des Gen Z recrutés. 6 entreprises sur 10 disent avoir viré récemment un jeune diplômé. 9 recruteurs sur 10 pensent que la Gen Z devrait suivre une formation sur les bonnes manières. Et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à comprendre leur comportement quand dans le même temps, on peut voir une tonne de jeunes diplômés se plaindre de ne pas trouver de travail. Et que paradoxalement, alors que le taux de chômage des jeunes est supérieur à celui du reste de la population, à côté de ça, on peut constamment voir des employeurs qui galèrent à trouver du personnel et que certains se retrouvent parfois contraints de fermer leurs établissements parce que personne ne veut venir y travailler. Mais alors, est-ce que les jeunes sont vraiment devenus des paresseux qui ne veulent plus travailler ? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec cette nouvelle génération? Et surtout, est-ce que tout ce raz-de-marée dans l'univers du travail peut être bénéfique ou est-ce qu'on court à la catastrophe? D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais la Gen Z, c'est une génération qui a particulièrement le goût d'entreprendre et de lancer ses propres business. Et si toi aussi t'es entrepreneur ou que t'envisages de le devenir, il y a un moment où tu dois passer à l'étape la plus réjouissante, facturer tes clients. Sauf que le problème, c'est qu'on sait pas toujours quel outil utiliser pour pouvoir faire nos factures simplement, qu'elles soient conformes à la législation et qu'on puisse les personnaliser comme on veut. C'est pour ça que je suis contente de te présenter Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un qui offre aux entrepreneurs une gamme d'applications super complète pour faciliter la gestion de leur entreprise. T'as des applications de comptabilité, de gestion, de projet, de signature et comme je te le disais, de facturation. Ce que j'adore tout particulièrement avec l'application de facturation, c'est que tu peux créer ta facture en quelques secondes. Il suffit d'identifier ton client, d'ajouter les produits ou services concernés, de mettre la quantité, puis de sélectionner les modalités de facturation. Puis, t'as plus qu'à envoyer la facture. Et le gros plus, c'est que tu peux suivre directement le statut des paiements en cours et voir les dates d'échéance pour être sûr de rien louper. Et si tu veux, t'as la possibilité d'envoyer et de recevoir tes factures via PayPal, qui est un réseau sécurisé qui permet d'échanger des factures à travers toute l'Europe. Et ça, c'est qu'une application parmi toutes les applications qui sont intégrées et centralisées en un seul et même logiciel avec Odoo. Et ce qui est vraiment super, c'est que la première application est gratuite à vie, avec un hébergement et un support illimité. C'est seulement une fois que tu utilises 2 applications autonomes ou plus que tu passes à un plan payant. Donc fonce en profiter, le lien en description. Pour montrer ta motivation, pense à faire quelques heures sup. Si ton boss te contrarie, serre les dents et continue de sourire. Pour bien t'intégrer, accepte tous les déj et after work entre collègues. Et surtout, investis-toi à fond. Donne ton maximum et reste le plus longtemps possible dans la même entreprise pour espérer décrocher au bout de plusieurs années le Saint Graal, une promotion. Ces règles implicites de l'entreprise, on les a tous entendues. C'est le modèle que nous ont enseigné nos parents et les générations avant nous. Et pourtant, beaucoup de personnes de la génération Z sont en train de faire absolument tout l'inverse.
On peut remarquer qu'en ce moment, il y a un vrai phénomène sur TikTok qui consiste à ne plus seulement se laisser imposer des conditions de la part des employeurs, mais aussi à réussir à imposer nos propres conditions. Par exemple, maintenant le recrutement, ça marche dans les deux sens. Si on avait l'habitude de recevoir des mails de refus des employeurs suite à notre candidature, tenez-vous bien parce que regardez ce qu'on trouve maintenant. C'est un candidat qui recherchait tout simplement une alternance. Suite à notre entretien d'hier par téléphone, je me permets de revenir vers vous. J'aime trop! Malheureusement, je suis dans le regret de vous informer que je ne continuerai pas le processus de recrutement. En effet, après avoir regardé les avis des employés de votre entreprise sur différentes plateformes, je me suis aperçu que le fonctionnement, la culture et les valeurs de votre entreprise sont en décalage avec ce que je recherche. Enzo, tu es notre roi. Et si les générations précédentes avaient plutôt tendance à toujours aller dans le sens de l'employeur pour espérer décrocher le job, maintenant, les jeunes n'hésitent pas à s'imposer pendant les entretiens, que ce soit en posant des questions en retour à l'employeur, en négociant leurs conditions de travail, ou alors en fixant des limites sur ce qu'ils acceptent ou non. Les générations précédentes, quand on leur proposait un emploi, ils avaient tendance à tout de suite accepter sans rien négocier, parce qu'ils étaient vraiment très reconnaissants et qu'ils avaient peur de passer à côté de quelque chose. Aujourd'hui, le rapport de force s'est clairement inversé et nous, on a beaucoup moins peur d'imposer nos conditions. Entre un entretien, je lui ai demandé les 3 dernières références de ses employeurs. Elle m'a dit, pas de problème, mais en échange, je veux... En échange, elle veut les références des 3 derniers collaborateurs ayant quitté l'entreprise. Et même une fois embauchés, ils continuent à faire du respect de leurs limites un point d'honneur, que ce soit à travers le respect de leur temps de pause ou alors du respect exemplaire de leurs horaires de travail. Puisqu'alors que les générations précédentes ont plutôt tendance à accepter de rester un peu plus tard pour finir leurs tâches, d'accepter d'assister à une réunion de dernière minute ou de rester un peu plus tard pour une urgence si on a besoin d'eux, beaucoup de jeunes de la Gen Z n'ont aucun problème à partir pile à l'heure, même si tout le monde les regarde de travers. Parce qu'après tout, ils expliquent qu'ils sont payés pour faire leurs horaires et pas plus, et qu'ils sont pas là pour faire du bénévolat, et que du coup, si leur contrat de travail indique une fin de journée à 17h30, ils se tiennent prêts à partir à 17h29. Faut vraiment normaliser le fait de partir à 17h. Vous vous rendez pas compte, mais il y en a que vous aimez trop le bénévolat. Le bénévolat, ça paye pas les gars. Attends, tu veux pas que je finisse ma pause tranquillement? Je finis de manger? Non, mais on parle calmement, il y a rien de... Bah, je suis en pause. Et si la situation peut faire rire au point qu'on trouve un tas de sketchs et de mèmes sur le sujet, en réalité, même si bien sûr les réseaux sociaux ont tendance à rendre la situation un peu caricaturale, les conséquences s'observent bien dans la vie réelle, puisque des employeurs s'énervent de ces comportements qu'ils prennent comme un manque d'implication de leur part. Au point que selon le journal Le Monde, 1/3 des patrons interrogés pensent que l'arrivée des jeunes salariés dégrade l'organisation du travail. Les horaires que je proposais à mes salariés étaient de 9h à 18h. Mais j'ai jamais compris ceux qui avaient déjà leur manteau sur eux à 17h50 et qui regardaient leur montre. Et même si ça peut sembler impensable pour beaucoup de salariés de l'ancienne génération, aujourd'hui, la Gen Z ose se plaindre, elle ose dire haut et fort ce qu'elle pense, quitte à se confronter à sa hiérarchie. Elle s'en fout, genre elle dit ce qu'elle pense, genre exemple. On lui a demandé, enfin mes responsables lui ont donné une mission depuis le début de la semaine. C'est une mission qui est pas du tout compliquée, mais où on te demande sans cesse de faire des modifications et genre à la longue c'est chiant. Et bah elle le dit, genre mon responsable lui a demandé de modifier quelque chose sur ce qu'elle venait de faire et genre elle a fait encore. Elle dit tout ce que je pense à voix basse dans ma tête et elle a clairement dit mais je vais pas faire ça, c'est moche. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes de la Gen Z qui n'hésitent pas à revendiquer qu'ils sont prêts à démissionner si quelque chose les contrarie, qu'ils se sentent trop stressés, fatigués ou peu importe. En fait, ils expliquent que si quelque chose ne va pas, au lieu d'attendre en espérant que ça passe comme beaucoup d'autres générations l'auraient fait, eux, ils préfèrent simplement se débarrasser du problème en démissionnant. Et c'est ce qui leur vaut la réputation d'être trop susceptibles, puisque selon leur patron ou manager, ils s'offusqueraient d'un rien. Mais c'est aussi ce qui leur vaut la réputation d'être infidèles à l'entreprise dans laquelle ils travaillent et d'être opportunistes, puisqu'ils n'hésitent pas à se barrer à la moindre contrariété. Bonjour, je démissionne cordialement. Simple. On a d'ailleurs vu il y a quelques temps une trend exploser sur TikTok, avec des vidéos ultra virales où des gens démissionnent en se confrontant ouvertement à leur patron et en leur disant ouvertement tout ce qu'ils pensent, ou alors en faisant la démission la plus spectaculaire possible. On peut aussi constater depuis 2019 un intérêt grandissant pour des recherches comme comment démissionner ou comment quitter son travail, et de manière générale, les contenus qui t'incitent à poser ta dème ont explosé ces dernières années. Petit message pour vous dire que si vous vous sentez pas bien dans votre travail, il faut démissionner. Si vous êtes soulagé en rentrant le soir, si vous ne vivez que pour le week-end et si vous ne travaillez que pour un salaire, il faut démissionner. Après évidemment, tous les jeunes n'osent pas forcément quitter leur taf.
Ne serait-ce que parce que comme tout le monde, ils ont besoin d'un salaire. Et c'est pour ça qu'un nouveau phénomène est apparu, le quiet quitting, autrement dit la démission silencieuse en français, qui consiste à ne pas démissionner ouvertement de son travail, mais à en faire le strict minimum. Et si tout ça peut nous laisser penser qu'ils n'ont aucune ambition professionnelle, aucun goût de la réussite, c'est parce qu'en fait, on n'a pas tous la même définition du mot réussite. Aujourd'hui, le travail n'est plus au centre de leur vie. Ils ont d'autres préoccupations, les loisirs, les sorties, leurs copains. Si pour les anciennes générations, la réussite c'était de s'investir à fond dans son travail pour évoluer au sein d'une entreprise, quitte à faire des sacrifices, pour beaucoup de jeunes de la nouvelle génération, la réussite a un sens bien différent. Pour la Gen Z, la réussite professionnelle ne se mesure pas en heures supplémentaires, mais dans l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. En fait, ils ne veulent plus faire du travail le centre de leur vie, et surtout, ils veulent pas vivre pour le travail, mais travailler pour pouvoir vivre. Simplement qu'en fait, les anciennes générations, pour eux, le travail c'était une finalité en soi, c'était un accomplissement, alors que pour nous, le travail n'est pas une finalité, mais un moyen de gagner de l'argent pour d'autres finalités, pour d'autres objectifs qui dépassent complètement le travail. C'est une conception totalement à l'inverse du phénomène de la hustle culture, dont on avait déjà parlé juste ici, qui t'incite à toujours travailler plus. Et si la hustle culture est toujours ultra présente dans l'univers de l'entrepreneuriat, dans le salariat, c'est tout l'inverse, puisqu'elle est plus du tout à la mode comme c'était le cas il y a encore quelques années en arrière. Maintenant, dans le salariat, on parle plutôt d'une culture anti-travail qu'on peut retrouver dans la mode des vidéos I don't dream of labor, parce que beaucoup de jeunes refusent de travailler à tout prix pour enrichir des actionnaires ou des dirigeants. Je ne rêve pas de labeur, je ne rêve pas de travailler. Tu m'étonnes, surtout qu'en général, on travaille pour enrichir une entreprise. Et cette différence de vision du travail est à l'origine d'énormes conflits entre les générations. Puisque d'un côté, on peut voir les jeunes se moquer parfois assez méchamment des anciennes générations qui sont prêtes à tout pour leur travail, et de l'autre côté, on a les anciennes générations qui ne veulent plus travailler avec eux parce qu'ils seraient trop sensibles, trop paresseux, trop volatiles. Ouais, mais mon chef il est méchant, ouais, mais mon entreprise est méchant. Ouais, enfin, mets-toi à leur place, puis on verra ce que tu arrives à faire en fait. Tu peux prendre tes responsabilités. Ouais, mais non, je suis pas assez payé pour ça. C'est pour ça que t'es pas plus payé. Donc soit tu te plains et t'es pas plus payé, soit tu fais, puis tu vas voir, ça va pas être aussi simple que t'as l'impression que c'est. Mais alors, comment on en est arrivé là ? Comment la vision du travail a pu switcher aussi radicalement chez cette nouvelle génération ? Depuis notre enfance, nos parents nous ont vendu un chemin simple à suivre. Fais des études, ça te permettra de trouver un CDI dans une bonne entreprise avec un bon salaire, ce qui te permettra d'acheter une maison et de vivre confortablement avec ta famille. Investis-toi dans ton travail, sois fidèle à ton entreprise et tu seras récompensé par des promotions. Puis, pour te remercier de ta contribution à la société, tu pourras partir à la retraite et profiter de tes vieux jours pour voyager ou faire tout ce dont tu as toujours rêvé. C'est une vision du travail qui paraît saine, équilibrée et motivante, et qui colle avec l'investissement des générations précédentes. Forcément, t'es prêt à donner quand t'as l'impression que tu vas recevoir ton juste dû en retour. Le problème, c'est que la génération Z s'est rapidement rendu compte que ce modèle ne représente pas toujours la réalité. Elle a vu ses parents s'épuiser dans un travail sans toujours recevoir de reconnaissance de leurs employeurs. Combien ont espéré recevoir des promotions qu'ils n'ont finalement jamais reçues ? Combien ont été virés du jour au lendemain après avoir été fidèles pendant des années à une entreprise ? Comme l'explique Elodie Gentina, auteure d'un livre sur la Gen Z, ils sont nombreux à avoir été frappés par le décalage entre les heures supplémentaires, les sacrifices et le manque de reconnaissance des employeurs de leurs parents. Ça les fait plus rêver. Les jeunes ont compris que l'entreprise n'est pas toujours la famille qu'elle prétend être et que dans la réalité, certains patrons peuvent ne pas hésiter à mentir à leurs salariés sur leur évolution. Et vient s'ajouter à ça la propre expérience de la nouvelle génération dès qu'elle a été confrontée à la réalité du monde du travail. Puisqu'alors qu'on nous avait dit qu'avec un diplôme, on trouverait facilement du travail, comme l'indiquent beaucoup d'écoles, des tonnes de jeunes employés galèrent à trouver un emploi au point d'être obligés de postuler à des emplois sous-qualifiés ou de se réorienter dans une autre filière. J'ai envoyé plus de 400 candidatures, j'ai environ 10% de retour. Et quand je parle de retour, c'est surtout des mails automatiques en fait, pour m'informer que ma candidature n'a pas été retenue. Je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans, j'ai un bac+5 en marketing et stratégie digitale. Alors bien sûr, je dis pas que nos parents nous ont menti, qu'ils nous ont bernés volontairement. C'est juste que les choses ont changé. Si à leur époque, avoir un bon diplôme avait vraiment de la valeur, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas parce qu'il existe de plus en plus de diplômés et donc que forcément, plus il y a de personnes avec un diplôme, moins ça devient un élément compétitif.
Ceux en général qui disent que les jeunes sont des fainéants, on n'a pas eu le même système économique, donc nous on a moins de pouvoir d'achat, tout augmente sauf nos salaires. Même si maintenant vous validez des diplômes, je veux dire le nombre de gens qui ont des bacs plus que 5 maintenant sur le marché, c'est plus autant valorisé. Mais il n'y a pas que ça. Une fois employés, les jeunes se sentent là encore bafoués, parce que tu te rappelles de l'idée qu'on nous promettait au début, décroche un CDI dans une bonne entreprise et t'auras un bon salaire qui te permettra de t'acheter ta maison et de vivre confortablement ta vie. Bah là aussi, c'est plus vraiment d'actualité. Alors qu'évidemment, c'est le point central de tout. Parce que ce qu'attend un employé en retour de son travail dans une entreprise, c'est de pouvoir vivre une vie confortable. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas la même définition de vie confortable, et en fonction de ses qualifications, tout le monde ne peut pas attendre un salaire exorbitant. Mais jusque-là, un salaire raisonnable te permettait en général d'obtenir ton logement et de pouvoir entretenir ta famille sans trop de difficultés. Sauf que maintenant, avec l'inflation, le coût général de la vie qui a augmenté et en particulier le prix du logement, c'est plus du tout la même chose. Les loyers s'envolent. BFM Business dévoile ce matin les chiffres de PriceHubble, leader européen des logiciels d'estimation immobilière. Des hausses jusqu'à plus 7% sur un an sont observées. Que se passe-t-il ? Regardez, depuis 1970, le poids des loyers a doublé par rapport aux revenus des locataires. En gros, ça veut dire que les gens consacrent maintenant 2 fois plus de leurs revenus à simplement payer leur loyer. Parce que bien sûr, le problème c'est que la hausse des salaires n'a pas suivi la hausse des prix. En fait, la situation devient tellement compliquée que beaucoup renoncent à faire des enfants par manque d'argent. Et vient encore s'ajouter à ça le système des retraites en grande difficulté depuis plusieurs années, au point qu'une grande partie de la jeunesse pense qu'elle n'aura jamais de retraite. Pour te dire, plus de 4 jeunes Français sur 10 pensent ne jamais toucher de retraite. Et tout ça fait qu'en découvrant une réalité bien loin de celle qu'on nous avait montrée, forcément, la motivation n'est plus la même. Et vu que globalement, ils expliquent ne plus avoir d'espoir pour le futur, c'est logique qu'ils veuillent faire leur maximum pour vivre dès maintenant. In this article from the Princeton University Press, they talk about the importance of hope. There's increasing evidence that the most important dimension of well-being to future outcomes is not happiness, although of course it matters, but hope. Comme l'explique Elisabeth Soulier, anthropologue, la Gen Z est une génération transition, à cheval entre deux mondes. Elle me dit « On a été élevé avec des schémas de pensée du monde d'avant, or on est déjà dans le monde d'après. » Et c'est ce qui fait qu'ils chamboulent les règles préétablies de l'univers du travail. Ils veulent s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que, aussi étonnant que ça puisse paraître, dès le début, les jeunes savent qu'ils ne veulent pas faire toute leur carrière dans la même entreprise. Ils se tiennent prêts à partir. Déjà parce qu'ils ont bien compris que pour obtenir un meilleur salaire, t'as tout intérêt à faire jouer la concurrence entre les différentes entreprises et ne pas hésiter à bouger si quelqu'un te propose un meilleur salaire, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils doivent toujours se prioriser eux-mêmes et leur bien-être, parce que malgré tous leurs beaux discours, c'est pas l'entreprise qui le fera à leur place. Ce qui fait que oui, ils sont bien plus volatiles qu'avant. Au point qu'on en arrive à un stade qui choque les autres générations, puisqu'alors qu'il a toujours été vu comme le Graal absolu, les jeunes ne rêvent plus de CDI. Dès que je proposais un CDI, on me disait non, non, surtout pas. Alors que c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, le CDI, c'était un peu le Graal. Ces jeunes d'une vingtaine d'années rechercheraient surtout de la flexibilité et de l'autonomie. J'ai la phobie des CDI. C'est-à-dire que moi, le fait qu'il n'y a pas de date de fin me rend anxieuse. Je ne peux pas rester dans une entreprise plus de 2 ans. Et s'il n'y a pas de date de fin, et ben psychologiquement, pour moi, c'est comme si tu étais en prison. À la place, beaucoup préfèrent des contrats courts, de l'intérim ou de l'entrepreneuriat. Comme le montre une étude menée par Elodie Gentina, 44% ne savent pas s'ils souhaitent exercer le même métier toute leur vie et seuls 26% d'entre eux se projettent dans la même profession. Pourquoi les jeunes générations sont-elles devenues allergiques au CDI, qui était autrefois synonyme de sécurité de l'emploi ? Et en fait, c'est plutôt logique parce que ça rentre parfaitement dans ce qu'ils souhaitent, que leur travail réponde à leur équilibre de vie. Et vu que la nouvelle génération est plus sensible aux questions d'épanouissement personnel et de santé mentale grâce à la libération de la parole et à la sensibilisation qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais aussi vu qu'elle est habituée à être constamment stimulée et à naviguer à travers plein de domaines différents qui peuvent susciter son intérêt sur les réseaux, le résultat, c'est que la Gen Z a soif de liberté. Elle a peur de se lasser et de s'ennuyer. Elle veut bosser dans un travail qui a du sens pour elle, ce qui fait qu'elle a du mal à se projeter sur le long terme et que dès le début de sa carrière, elle sait déjà qu'elle voudra explorer plusieurs entreprises, voire même plusieurs carrières. Et c'est grâce à cette vision plus flexible du travail, au fait qu'elle est habituée à partager son avis et à prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais aussi qu'elle a l'habitude de s'engager pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, que cette nouvelle génération n'hésite pas à poser ses limites et à s'affirmer dans le monde du travail.
En vérité, leurs revendications peuvent être une bonne chose pour tout le monde. Parce qu'au final, ils défendent les droits des salariés et combattent un système parfois totalement déséquilibré, mais qui était tellement ancré dans les habitudes qu'on finissait par le considérer comme totalement normal. Je suis dispo H24, hein, je prends pas de vacances, je prends pas de pause déj, enfin sauf si c'est obligatoire. Et je resterai joignable sur mon GSM, hein, même la nuit il est allumé. Tout le monde est témoin des process parfois totalement inutiles qu'on doit réaliser et qui nous font perdre notre temps, ou encore des hiérarchies interminables qui font que ralentir tout le monde et laissent des projets parfois bloqués pendant des semaines voire des mois. Et en soi, le fait que les jeunes questionnent le système peut être une bonne chose pour l'améliorer. Le problème, c'est que les anciennes générations peuvent être surprises que la Gen Z ose prendre la parole aussi facilement. Elles ont même l'impression que c'est parfois insolent, parce qu'en leur temps, on fonctionnait simplement pas comme ça. Et plutôt que de voir ces revendications comme quelque chose de positif pour faire évoluer le monde du travail, l'ancienne génération voit ça comme un affront, comme une rébellion. Et en soi, cette réticence est plutôt prévisible. Déjà parce que l'être humain n'aime pas le changement, mais surtout parce que ça fait toujours peur de voir un univers dans lequel t'évolues depuis des années, voire des décennies, être complètement chamboulé, surtout quand c'est fait de manière aussi frontale, avec des vidéos TikTok qui incitent à démissionner dès qu'on n'est pas content de notre travail. Mais en vérité, on peut aussi se demander si ce blocage n'est pas parfois plus émotionnel que logique. J'ai lu beaucoup de témoignages de jeunes travailleurs qui expliquaient les types de commentaires qu'ils ont pu recevoir quand ils ont fait part de leurs problèmes à leurs supérieurs. Et c'est souvent des discours du type « Moi aussi j'ai souffert de ça, mais j'ai serré les dents et j'ai fait avec, donc au lieu d'être aussi faible, fais pareil. » Et de mon côté, j'ai vécu la même expérience. Pour ceux qui savent pas, j'ai un bac+5 en droit. Donc logiquement, à la fin de mes études, j'ai cherché un premier taf dans un cabinet d'avocats. Au début, tout allait bien, mais rapidement, dès que quelque chose n'allait pas dans le cabinet, on m'accusait automatiquement d'être la responsable. Par exemple, si jamais il manquait un document dans un dossier, on disait tout de suite que c'était moi, alors que vu que je venais d'arriver, j'avais tout simplement jamais vu ou touché ces dossiers. Alors vous vous en doutez, au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'ai décidé d'aller en parler à ma supérieure. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Cyrielle, je comprends pas que tu t'en plaignes. C'était déjà comme ça avant et personne s'en est jamais plaint. Même moi, quand j'étais jeune avocate, je pleurais tous les soirs en rentrant du travail, mais j'ai été forte et j'ai subi. Si t'es pas capable d'accepter ça, c'est que t'es trop fait pour travailler dans ce milieu. Bon, alors évidemment, j'ai été ultra choquée de son discours. Je vois pas d'où c'est une force d'être malheureuse au point d'en pleurer en rentrant du travail et de tout simplement se taire. Pour moi, au contraire, c'est beaucoup plus courageux d'oser s'affirmer et de dire quand quelque chose va pas. Bon, vous vous doutez de la conclusion, j'ai fini par me barrer. Et pourtant, c'est pas du tout que je voulais pas travailler ou que j'étais une flemmarde. Je voulais simplement travailler dans un endroit où je me sentais respectée. Et même si je fais plutôt partie des millennials vu que je suis née en 1995, sur ce point, je me retrouve beaucoup dans la Gen Z. Parce que ce qu'on peut retrouver, c'est qu'elle aime apporter sa pierre à l'édifice, s'impliquer, donner son avis, mais oui, elle veut travailler dans un endroit où elle s'estime assez bien traitée. Après, le problème c'est que revendiquer ses droits c'est bien, mais il faut pas non plus aller trop loin. On considère que tu fais partie d'une génération d'immenses casse-couilles. Si ton manager il s'énerve pour toi, même pour de bonnes raisons, tu vas péter un scandale parce que personne te parle comme ça. Si tu demandes un aménagement horaire ou du télétravail et qu'on te le refuse, tu vas estimer que c'est une atteinte à ta vie perso. C'est d'abord tes exigences et ensuite celles du taf. Si je te demande pour toi, c'est quoi le salaire minimum pour avoir réussi financièrement ? Ça serait quoi ta réponse ? 2500, 3000, 5000, 10 000 euros ? Je te laisse écrire ta réponse en commentaire. En fait, figure-toi que ta réponse dépend énormément de la génération à laquelle t'appartiens. La société Axios a mené un sondage aux États-Unis et voici le résultat. Pour les boomers, nés entre 1946 et 1964, c'est 99 cas par an. Pour la génération X, née entre 1965 et 1980, on passe à 212 cas par an. Chez les millennials, nés entre 1981 et 1996, on redescend légèrement à 180 cas par an. Et devinez de combien il s'agit pour la Gen Z ? On passe à 587 cas. Pour avoir l'impression d'avoir réussi financièrement, ils ont besoin de 3 fois plus que les millennials. Alors oui, c'est bien d'être ambitieux, mais ce que ça montre aussi, c'est que les jeunes peuvent être déconnectés de la réalité. Il suffit de faire un tour sur TikTok pour voir un tas de jeunes dire qu'ils se leveraient pas du lit pour gagner moins de 4000 € et que c'est vraiment le minimum pour vivre correctement. Vous estimez qu'il vous faut combien par mois pour vivre à la hauteur de vos dépenses ? Moi, je pense sincèrement que il me faut minimum 4000 balles.
minimum, vraiment minimum. Et regardez les commentaires qu'on peut trouver en réponse à sa question. 4 800 € net minimum. 7K, ça commence à être bien. 15K minimum. Parce que oui, quand je vous dis que les attentes sont hautes, elles sont vraiment hautes. Non, 5 000 € avec, dans la société dans laquelle on vit. Tu vas acheter une bûche de chèvre, elle coûte 3 €, 4 €. Non, c'est pas possible. Non. Je pense que maintenant, pour être bien aisément, il faut minimum avoir 10 000 par mois. Et dans le fond, c'est pas vraiment étonnant. Parce que sur les réseaux, on est tellement habitué à voir des coachs qui nous promettent de faire facilement 10 000 € par mois, des gens sur LinkedIn qui nous affichent tous des sommes plus astronomiques les unes que les autres, et en plus de ça, la flex culture qui est tellement présente qu'on voit constamment des gens étaler en long, en large et en travers leur richesse, que forcément, au bout d'un moment, notre cerveau s'y habitue, et que pour nous, ça devient la nouvelle norme à atteindre. C'est naturel qu'à force de voir des 10 000 € par mois passer partout sur les réseaux, jour après jour, toi, quand tu vois sur ta fiche de paye 2 000 €, forcément, tu te dis que c'est carrément naze. Le problème, c'est que ces attentes sont totalement irréalistes. Il y a un truc qui me rend ouf avec les réseaux sociaux, c'est que ça déforme complètement le rapport des gens à la réalité et surtout le rapport à l'argent. Alors oui, c'est possible de gagner des 5-10 000 € par mois, mais faut réaliser que c'est loin de représenter la norme. Pour info, selon l'INSEE, la moitié des Français gagnent moins que 2 183 € par mois. Et seulement 1,9% des Français gagnent plus que 8 000 €. Alors oui, je suis d'accord que tous les prix ont augmenté. Mais c'est peut-être un peu brutal de considérer comme pauvres ceux qui gagnent 2 000 € par mois. Parce qu'il faut dire que ça représente quand même la moitié de la population. Pour moi, quand vous vivez en France, moins de 2 000 € net, vous êtes un nouveau pauvre. Moi, avec 2 000 € net par mois, je m'achète quoi? 2-3 tomates et une baguette de pain, quoi. Voilà, c'est tout. Je sais pas comment vous faites, dites-moi, je sais pas. Dès qu'il y a une vidéo ou une publication qui parle d'oseille, je vois les gens dans les commentaires qui sont là à dire « Ouais, 2 000 € c'est rien, aujourd'hui 2 000 € c'est le nouveau SMIC, on fait rien avec ça. » Et si avoir des objectifs hauts peut être une bonne chose pour te motiver et te pousser à te dépasser, ça peut aussi devenir parfois assez décourageant et te donner l'impression que t'es jamais à la hauteur, que t'as jamais assez. Et paradoxalement, ça peut aussi être dangereux pour ta sécurité financière. Parce que si t'as des attentes totalement irréalistes, tu peux passer à côté de bonnes opportunités en refusant par exemple un taf qui serait bien payé ou du moins en accord avec les prix du marché. Si tu t'attends par exemple à être payé 5-6 000 € par mois en sortie d'école, alors que les salaires tournent plus aux alentours des 2 000 €, ben tu risques tout simplement de jamais rien trouver. Être ambitieux c'est bien, mais être complètement déconnecté de la réalité, c'est risqué. Moi, je vous jure que je ne sais pas d'où ça vient, mais les gens croient qu'en sortie d'études, tu vas toucher des 5-6 000 €. Les gars, c'est pas comme ça. Vraiment, il y en a vraiment où ça va vous faire mal à la tête la réalité. Hein. Vous allez sortir, on va vous payer 2-3 000 € max, vous serez déjà très content. Et si les réseaux sociaux jouent sur l'idéalisation du salaire, ils jouent aussi sur l'idéalisation des conditions de travail. Maintenant, on voit toujours des gens bosser au bord d'une piscine, les pieds dans l'eau, sous le soleil de Bali. On les voit nous expliquer qu'ils bossent seulement 2-3 heures par jour et que le reste du temps, ils font leur sport, qu'ils visitent des lieux incroyables ou alors qu'ils écoutent un podcast en faisant leurs 10 000 pas sur la plage. Bien sûr, cette liberté incroyable donnerait envie à n'importe qui. Mais encore une fois, même si ça reste possible d'avoir ce mode de vie, c'est important de réaliser que ces gens représentent plutôt l'exception que la norme. Malgré ce que tu vois sur les réseaux, la grande majorité des gens font exactement comme toi. Ils vivent en France, souvent sous la grisaille, ils prennent les transports et ils vont au boulot de 9 à 5, voire plus. Alors oui, je te l'accorde, c'est beaucoup moins glamour et naturellement, beaucoup moins de personnes le montrent sur les réseaux, mais c'est bien la réalité. Après, c'est sûr que voir ces contenus d'une liberté extrême dans le travail, ça peut être motivant. Vraiment, je crache pas dessus. Il y en a certains qui arrivent à avoir ce mode de vie, mais il faut être conscient que les 3/4 sont des entrepreneurs ou des freelances, et que ce type de liberté vient aussi avec son lot de stress et d'incertitude. Je sais de quoi je parle, vu que j'ai moi-même voyagé pendant 2 ans en Asie. Mais pour moi, le danger, c'est qu'à force d'être exposé à ça, on finit quasiment toujours tous par être insatisfait de ce qu'on a. Vu que la valeur des choses est toujours relative, tu pourrais t'estimer très chanceux d'avoir une jolie petite maison, si autour de toi, beaucoup de gens ont la même chose, voire un peu moins bien. A l'inverse, si autour de toi beaucoup de gens ont un palace incroyable, là, naturellement, tu commenceras à te sentir insatisfait de ta jolie petite maison. Et c'est la même chose avec le travail. C'est pour ça que ce type de contenus peuvent représenter un risque de finir toujours insatisfait avec ce qu'on a. Et si négocier notre salaire et nos conditions de travail sont une bonne chose pour faire évoluer le monde du travail, faut quand même veiller à rester réaliste pour que nos demandes soient acceptables par les entreprises.
En fait, c'est la même chose dans toutes les négociations. Par exemple, si tu veux acheter une voiture à 50 000 € et que tu négocies 3 000 €, c'est acceptable. Par contre, si tu demandes à la payer 5 000 €, là, c'est du foutage de gueule. Surtout que la Gen Z n'est pas toujours non plus exemplaire dans le milieu du travail et qu'il y a des vraies choses qu'on pourrait lui reprocher, comme l'abus des arrêts maladie. La génération Z, je peux vous dire qu'il y en a une partie, on peut rien leur dire, c'est tout de suite l'arrêt qui tombe sur la table. Hein. Si ton travail te casse les... Arrêt maladie. Si ton chef te casse les... Arrêt maladie. Il y en a plein qui n'hésitent pas à en poser au moindre rhume, voire pire, à l'utiliser comme un moyen de vengeance dès qu'on a osé les contrarier, ou alors comme un moyen d'obtenir des jours de repos qu'ils voulaient si jamais on leur refuse de partir par exemple en vacances. Si j'estime que pour ma santé physique, psychique ou mentale, je préfère rester dans mon lit, je vais rester dans mon lit. Et vous allez rien dire en fait. Vous allez rien dire et puis je vais snapper et je vais pas me cacher. Même je suis à Dubaï. Et puis, je t'ai donné un arrêt maladie, non? Ou même si je venais pas. Voilà, maintenant je fais ce que je veux de ma vie. Et là, clairement, ça va trop loin. Déjà parce que c'est illégal, mais en plus parce que bien sûr que ton employeur va s'en rendre compte. Et comment tu peux demander que ton employeur te respecte si toi-même tu le respectes pas en retour? Et c'est pareil avec les retards fréquents chez les jeunes. Parce que 61% des employeurs affirment que leurs employés de la génération Z sont souvent en retard, et 59% qu'ils ratent souvent des deadlines sur des projets. Alors oui, c'est une chose d'arriver pile à l'heure et de faire en sorte de ne pas faire d'heures sup non rémunérées, mais c'en est une autre de ne pas respecter ses horaires de travail. Et si être exigeant avec ses conditions de travail et faire attention à sa santé mentale est une bonne chose, c'est vrai aussi qu'on peut voir des jeunes qui décident d'arrêter de travailler dès qu'ils se sentent un peu trop fatigués, et que forcément, on peut se demander comment ils vont faire pour s'en sortir, parce qu'évidemment qu'un travail demande de l'implication et des compromis en faisant des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Je souhaite arrêter mon travail parce que je suis fatigué en fait. J'ai du mal à venir tous les jours. Les difficultés du métier ont eu raison de sa bonne volonté. Après seulement une semaine de travail, Lucas s'y attendait. Depuis l'ouverture de son hard discount, déjà 20 employés ont démissionné. Et c'est le cas dans beaucoup de secteurs qui galèrent à recruter, comme par exemple chez les coiffeurs. On peut en trouver beaucoup qui expliquent qu'ils n'arrivent plus à recruter de jeunes, vu qu'ils refusent de travailler le samedi pour pouvoir profiter de leur week-end avec leurs potes, alors que bien sûr, dans des métiers comme la coiffure, où les salons accueillent beaucoup de clients le samedi, c'est indispensable. Ça fait partie des compromis nécessaires si on veut bosser dans le milieu. Mon coiffeur me dit qu'il y a 2 jours, il reçoit une jeune fille de 19 ans pour travailler. Il lui offre un CDI, etc. Elle dit « Ah non, moi je veux pas travailler le samedi parce que mon copain ne travaille pas le samedi, je vais être avec lui. » Non mais enfin t'es coiffeuse, c'est le samedi qu'on travaille. Donc la fille elle est au chômage parce que coiffeuse elle veut pas travailler le samedi. Et des exemples comme ça, ce sont des milliers et des milliers. Et tout ça cumulé fait que oui, on peut aussi comprendre un certain agacement de la part des employeurs. Mais alors, est-ce qu'on doit vouloir arrêter de travailler avec cette nouvelle génération? Pas forcément. Il y a un truc qui m'a laissé perplexe pendant toutes mes recherches. D'un côté, on nous dit que les jeunes diplômés galèrent à trouver un emploi, que le chômage est en hausse, et de l'autre côté, on nous dit que les jeunes sont en position de force sur le travail, que les employeurs galèrent à embaucher et à garder leurs employés. Ça paraît quand même vachement paradoxal, mais en fait, ça s'expliquerait par plusieurs facteurs. Déjà, les compétences des candidats ne correspondraient pas forcément aux besoins des employeurs. Par exemple, alors que les filières techniques n'ont pas trop la cote chez les étudiants, en parallèle, il y a 7500 postes disponibles rien qu'en région parisienne. Ensuite, vu qu'on est en France, il y a aussi bien sûr la tentation de beaucoup de Français de profiter du chômage. Comme l'explique Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, évidemment, se pose aussi la question d'une assurance chômage qui indemnise bien les chômeurs, et nous en sommes ravis, mais qui parfois aussi décourage certaines personnes à sauter le pas et à quitter le statut d'assisté au chômage pour aller dans un travail. Mais l'explication vient aussi d'un aspect géographique. Vu qu'alors que la plupart des diplômés se concentrent dans les grandes villes, beaucoup d'entreprises qui galèrent à recruter sont plutôt en zone rurale. Et vient s'ajouter à ça, comme on l'a vu, des jeunes qui ont des attentes élevées en termes de salaire et de conditions de travail, ce qui les incite à tout simplement refuser de travailler dans des postes qu'ils voient comme précaires. Et en vrai, même si tout ce qu'on entend dans les médias sur le monde du travail actuel peut être assez déprimant, en fait, tout n'est pas si désespéré que ça. Beaucoup de personnes, même des générations plus anciennes, sont en réalité aussi contentes des revendications qu'apporte la Gen Z pour améliorer les droits des salariés. Peut-être que ce sont eux qui ont raison au final, s'interroge la commerçante. Je me souviens qu'à mon époque, on osait à peine demander à prendre une pause déjeuner. Désormais,
Ils n'hésitent plus, et l'heure, c'est l'heure. Et ça incite aussi les entreprises à évoluer avec leur temps et à se réinventer pour trouver du personnel. La relation entre recruteur et recruté peut en effet se concevoir dans les deux sens. L'entreprise achète des compétences, mais elle vend aussi de l'expérience collaborateur. Le marché de l'emploi est un marché haut de gamme dans lequel les candidats clients affichent des exigences élevées. Échouer à satisfaire ces exigences se traduit par des pertes pour l'entreprise, sous forme de moindre engagement, de recrutement à répétition, d'inflation du turnover, de détérioration de la marque employeur. Parce que oui, certains systèmes pour trouver des candidats sont aujourd'hui un peu archaïques et ne permettent pas de faciliter l'accès au marché du travail. C'est pour ça que c'est génial de voir des nouvelles solutions concentrées sur l'efficacité arriver. Jobamax, c'est une application qui permet aux jeunes gens, génération Z, de mieux trouver du boulot. C'est une application de recherche d'emploi qui fonctionne comme les applications de rencontre. L'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent trouver un emploi rapidement. D'autant plus qu'il existe maintenant de plus en plus de freins. On a notamment vu se développer le problème des ghost jobs, qui sont des fausses annonces d'emploi qu'on trouve partout sur Internet, et en particulier sur LinkedIn, où en gros, des employeurs s'amusent à poster des annonces alors qu'ils ne cherchent personne. Et si tu te demandes pourquoi ils font ça, ça serait pour donner l'impression que l'entreprise est en pleine croissance vu qu'elle recrute, ou alors pour faire croire à leurs employés surchargés qu'ils vont bientôt avoir de l'aide, alors que c'est totalement faux. Et ce problème est loin d'être anecdotique, puisqu'en 2021, plus de 15 millions de fausses offres ont été supprimées sur LinkedIn. In 2024, 4 out of 10 American companies posted fake job listings, and this figure is alarmingly increasing. Ghost jobs, ghost jobs, ghost jobs. Le monde évolue et le monde du travail doit évoluer avec. Au final, les jeunes ne sont que le reflet de leur génération et ils peuvent apporter beaucoup de choses aux entreprises qui ont besoin de se moderniser. C'est la première fois qu'on voit une génération qui fait du reverse mentoring, autrement dit, qui apprend des choses à ses managers. Du reverse mentoring, c'est-à-dire du mentorat inversé. Les jeunes mentorent les anciens et les anciens, les seniors, mentorent les jeunes. Et chacun apporte à l'autre un certain nombre de choses. Sur le côté, ils sont feignants, ils aiment plus bosser, etc. Moi, je le constate pas. Parce que vu que c'est une génération intuitivement numérique, elle possède beaucoup d'informations sur des domaines qui dépassent parfois ses qualifications initiales. La génération Z, elle est incroyable parce qu'elle est née avec un écran dans les mains, qu'elle a un accès global à l'information. Elle s'épanouit dans cette forme d'immédiateté qui fait que les Z sont finalement des personnes qui sont capables de prendre des décisions très rapidement. Au final, même si la Gen Z doit elle aussi parfois se reconnecter à la réalité, c'est vrai qu'elle a aussi beaucoup de choses positives à apporter. Et je pense que c'est important de prendre du recul et de relativiser les choses. Parce que dans le fond, ces critiques sur la paresse des nouvelles générations ont toujours existé. On dit que les jeunes sont allergiques au travail, quelle est votre opinion ? Mais maintenant, avec les réseaux sociaux et le fait que n'importe qui peut prendre la parole et raconter son expérience, ça crée un effet de loupe, de zoom, où on a souvent l'impression que le phénomène est beaucoup plus gros qu'il ne l'est en réalité. Et puis, on a beau parler de la Gen Z comme d'un ensemble d'individus, dans le fond, faut pas oublier que même si des tendances générales existent, tous les jeunes sont loin d'être identiques. L'important, c'est surtout de comprendre que ces jeunes représenteront bientôt la majorité des travailleurs. Alors, plutôt que de les critiquer, de les accabler et de vouloir les forcer à vivre dans un monde du travail qui est maintenant dépassé, on ferait peut-être mieux de les écouter. C'est toujours le meilleur moyen d'avancer et de faire évoluer les choses du bon côté.